Stade et juste en mentionnant mes parents sont ici et bien sûr ma vie a commencé en confusion parce qu'ils m'ont donné le nom Kirk parce qu'ils croyaient que c'était un nom norvégien, mais en vérité c'est un nom écossais. Alors c'est le début de ma vie. Le titre de mon témoignage c'est La vie en l'air. Bien sûr il y a des bas aussi, mais je voulais simplement introduire le concept qu'il y a un bouleversement, les choses sont beaucoup de fois, que ce soit en haut ou en bas, il y a quand même une confusion qui peut se produire. Et aussi, avec la médecine, ça donne une stabilité, donc, et puis ça met les pieds sur terre. Donc, je m'appelle Kirk Elistad, je suis né aux États-Unis. J'ai vécu la plupart de mon enfance ici à Genève, ou je devrais dire Genève. J'ai toujours un petit accent genevois, je pense, mais mon grand-mère, il est un peu dans l'air. Alors, je ne veux pas parler aussi bien que Dr. Richard ou bien les précédents. Mais ce qui s'est passé, c'est à partir, jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, ma vie était normale. Tout se passait comme d'habitude, rien d'anormal, c'est-à-dire. Mais à partir de l'âge de 17 ans, j'étais dans un groupe de musique à Genève et j'avais beaucoup de copains, on était dans un milieu ensemble et puis on faisait de la musique, j'étais à l'école internationale de Genève et on faisait de la musique ensemble, on composait des chansons et tout ça, c'était vraiment super, mais à la force que mon grand-père il est venu nous visiter et il a visité le local où on faisait notre musique et il a duré je crois 5 secondes parce que la musique elle était tellement forte, c'était du hard rock quoi. Et mon père et lui ont parti du local en quelques secondes. Mais c'est à partir de ça, on a fait une vacance ensemble, il m'a dit Kirk, il faut que tu t'éloignes de ses amis parce que tu n'es pas une bonne influence. Alors j'ai pris son avis, j'ai mis une distance envers eux et j'ai commencé à subir une dépression. Pendant ce temps-là, je ne savais pas que c'était une dépression, mais j'ai commencé à avoir des symptômes que je ne pouvais pas expliquer. Par exemple, j'avais des difficultés de concentration, des choses, par exemple, des matières que j'étudiais à l'école qui étaient faciles pour moi. Par exemple, les mathématiques, je ne pouvais plus comprendre, je lisais les formules, ça ne voulait rien dire. Alors, je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis je me devenais de plus en plus isolé, je parlais avec plus de personnes. Auparavant, j'étais toujours avec des copains, j'étais toujours en bon état et en bonne humeur. Et c'est possible, je me suis demandé, c'est possible parce que l'été auparavant, j'étais descendu en sud de France avec mes copains et on faisait la fête tous les soirs, on buvait les canettes et tout ça. Et je me suis dit, peut-être c'est parce que j'ai trop bu d'alcool et que ça m'a commencé à me faire un effet. J'ai pensé que c'était peut-être à cause de ça. Parce que j'avais non seulement arrêté la musique, mais j'avais aussi arrêté l'alcool. Et j'ai commencé à me sentir bizarre, je me sentais mal à l'aise après ça. Et d'un coup, j'ai visité des copains aussi, et ils étaient ensemble, ils m'ont dit « Hey, viens ici, viens ici ». Alors je leur ai approché, et ils m'ont dit « Prends un peu ce joint ». Alors j'ai pris une tape, et j'avais vraiment jamais fumé du marijuana. Alors j'ai pris une taf et puis d'un coup je me sentais comme on m'avait fait une injection ou quelque chose parce que je me sentais élevé. J'ai passé d'un sentiment de dépression et une énergie qui m'a frappé d'un coup. Et pendant les 2 jours qui suivaient, j'avais des symptômes vraiment d'accélération de pensée et d'euphorie et similaires des diagnostics. On voyait des pensées élevées, je parlais plus rapidement, etc. Alors donc ça m'a mené à l'hôpital. J'ai été ici à l'hôpital Belle-Idée. C'était dans ce temps Bel Air, pardon. Et j'ai passé une dizaine de jours ici. Et je dois dire que je vais mettre en contraste. C'est-à-dire quand j'étais là-bas ou ici, c'était un temps où je crois que le diagnostic sur le bipolaire, c'était pas encore clair.
par exemple, quand ils m'ont donné le Haldol comme médicament, et ça m'a aidé en tant que les pensées, ça m'a calmé, mais j'avais vraiment un sentiment de malaise dans mon cœur, et dans mon corps, je veux dire. Et c'était pas une très très bonne expérience, je dois dire, et c'est à cause de ça, depuis ce temps-là, j'ai toujours eu peur d'aller dans les hôpitaux, parce que c'était plutôt comme on a été admis à une prison. C'était pas comme c'est aujourd'hui. Il y a eu tellement de changements, puis c'est vrai que, comme on a discuté avant, le stigmatisme avec ces maladies avant, c'était peut-être mal entendu, et le traitement il était plutôt négatif, et il était plutôt j'étais traité plutôt comme si j'étais un criminel ou bien j'avais fait quelque chose de mal. Et ça m'a marqué après ça parce que toutes les autres fois que j'ai eu des épisodes, j'ai toujours eu peur d'aller aux hôpitaux et j'ai toujours résisté d'aller dans les hôpitaux. Mais depuis ce temps-là, j'ai une dizaine de fois où j'ai été aux hôpitaux et je dois dire que chaque fois ça s'est amélioré un peu. Et la plupart du temps, j'ai passé une dizaine de journées, 7 jours à 10 jours dans les hôpitaux. Et aux États-Unis, quand j'étais dans un hôpital, ils fermaient toutes les portes, il n'y avait pas de fenêtres ouvertes, tu ne pouvais pas sortir. C'était vraiment, pour moi, c'était une expérience d'oppression et ce n'était pas tellement une expérience qui me convenait pour la guérison, malgré le fait que les médicaments aidaient. C'était quelque chose qui était difficile à gérer pour moi. Mais c'est récemment, ça fait maintenant 1 an et demi, où j'ai passé 7 jours ici à Belle-Île, que pour la première fois j'ai eu l'expérience d'avoir vraiment une expérience fantastique à l'hôpital. J'étais traité comme un humain et il y avait vraiment, c'était super, on pouvait sortir, on pouvait marcher, on pouvait parler avec les copains et tout ça. C'était vraiment pour moi une expérience fantastique et ça m'a aidé à guérir beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors donc, ce que je voulais souligner, c'est mon histoire que je viens de vous donner un peu un goût de mon histoire. C'est vrai que pendant ces temps, j'ai une dizaine de manies. C'est à peu près une dizaine de manies, ou 7 à 10. Mais j'ai aussi 2 dépressions. Et ce que je voulais souligner, c'est que les manies sont les épisodes les plus difficiles à gérer dans le sens pour les autres personnes surtout. Parce que les autres, quand ils voient une manie, ils ont peur. Et c'est là où il y a beaucoup de fois une incompréhension des autres et il y a une peur qui se développe. Et ça peut être très difficile à communiquer. La personne qui a la manie, elle commence à voir la réaction des autres personnes et donc essayer de cacher leurs symptômes pour éviter de s'apercevoir comme instable. Alors donc, c'est très difficile de gérer ces moments de sentiments manique. Mais la dépression, c'est vraiment ce qui dure beaucoup de fois le plus long. Et pour moi, ça m'a duré une fois, ça m'a duré 1 année entière. C'est vraiment ce qui est le plus pénible. Parce que dans ce temps-là, on n'est pas aperçu, on est tout seul et il y a très peu d'encouragement. Et aussi, les hôpitaux ou les traitements ne suivent vraiment pas les conditions de dépression aussi prochement. C'est-à-dire, si tu as une manie, les spécialistes, les docteurs, ils réagissent tout de suite. Et ils voient, il faut qu'on intervienne, on doit faire quelque chose. Mais si tu as une dépression, presque très peu de gens réalisent ce qui se passe parce qu'on prend tout à l'intérieur. Alors donc ça c'est une observation que j'ai remarquée, constatée, et peut-être un mot d'encouragement pour les personnes qui connaissent des personnes qui sont dans la dépression, de prendre le temps de s'approcher, de parler et surtout d'encourager parce que c'est surtout dans des moments comme ça,
si vous donnez des mots d'encouragement, ça peut faire beaucoup de bien. Alors en tant que médicament, je vous avais dit qu'au début, on m'avait donné le Haldol. Et le Haldol, c'était un antipsychotique. Et ça aidait pour les pensées rapides, ça aidait à stabiliser, mais le traitement antérieur, il n'était pas très bon parce qu'il y avait des effets secondaires assez... Pour moi, en tout cas, c'était des effets secondaires. Et je me sentais vraiment pas bien dans la peau, alors j'ai donc tout de suite arrêté. C'était juste je crois que c'était en 83, où j'étais aux États-Unis, où les docteurs m'ont introduit au lithium. Et c'est là où j'ai commencé à prendre le lithium pendant, ça fait maintenant à peu près 17 années au plus, non, même plus que ça, pardon, ça fait une vingtaine d'années. Mais pendant ces années, j'ai réalisé plus tard, malheureusement, que mon dosage de lithium n'était pas au niveau ajusté, au bon niveau pour que le traitement fonctionne correctement. Et c'est vraiment ça pour moi une leçon. J'imagine que les spécialistes ici, les personnes qui prennent le lithium, reconnaissent qu'il faut avoir un niveau, comme Dr Richard Le avait mentionné, qu'il faut être vraiment dans la cible. Parce que si on n'est pas dans la cible, ce que j'ai découvert, c'est que le lithium ne marche presque pas et il n'y a vraiment pas un effet stabilisant qui est nécessaire pour pour se maintenir contre des épisodes maniaques ou des épisodes dépressifs. C'est ici à Genève, après que j'étais à Belle Idée, qu'on m'a vraiment expliqué ça. Et aussi, on m'a donné beaucoup de conseils avec une psychothérapie, comment vraiment identifier les signes de manie et des signes de la dépression, au lieu de simplement subir le choc d'une manie ou bien subir le choc d'une dépression progressive. C'est-à-dire, il faut commencer à être proactif et il faut commencer à voir les symptômes et réagir en avant, parce que si on réagit trop tard et si on ne prend pas assez de soin de nous-mêmes, malheureusement, on peut subir des manies, même si on est sur le lithium. Mais c'est très important d'agir ensemble avec les médicaments. Ce n'est pas seulement une situation où le médicament c'est 100%, ça va te garantir la stabilité, mais c'est aussi de se maintenir nous-mêmes et de savoir comment on va et vraiment de s'instruire nous-mêmes sur nos conditions. C'est quelque chose que j'ai constaté. Ça fait maintenant 1 année et demie que je fais cela et ça amène beaucoup de fruits. Et dans ce cas-là, pour la première fois, je peux dire quand même, en prenant le lithium et prenant un dosage qui est bien ciblé, c'est que j'ai vraiment les pieds sur terre et je me sens stable. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, que je ne veux pas prendre des risques, que je ne veux pas me maintenir, je ne veux pas faire des choses qui sont contre mon traitement. Par exemple, si je commençais à boire de l'alcool, ce serait une mauvaise chose, ou si je fumais des drogues ou des choses comme ça. Il faut se maintenir, il faut aussi être conscient de notre, en tout cas j'essaye d'être conscient du rythme de vie, de se coucher à la même heure, essayer de se réveiller à la même heure, de prendre les médicaments à la même heure chaque jour, d'essayer de gérer son horaire d'une manière stable, parce que trop d'excitation et trop d'euphorie, c'est aussi une chose qui peut déclencher des phases maniaques. Donc c'est important d'être très conscient de ces choses. Ça, c'est donc mes observations. Une observation finale, ça va en conjonction avec ce que les docteurs avant moi ont discuté, c'est que le stigmatisme, juste pour expliquer un peu l'effet, je crois que c'est la chose la plus difficile pour un patient bipolaire, parce que si de t'ouvrir aux autres personnes et de dire hey, j'ai une condition bipolaire, c'est vraiment très important. C'est une des choses qui donne beaucoup de guérison. Mais le problème, c'est que si tu t'ouvres à des personnes et tu dis cela,
tu regardes le visage des personnes et c'est comme si tu viens d'annoncer que tu as une maladie contagieuse. Le visage, les yeux ouvrent, le langage du corps se distance. Il y a vraiment une réaction très prononcée. Et donc, c'est ça qui est, je crois, aussi difficile. Et c'est vrai que surtout pendant les manies, c'est là où il y a le plus de ruptures d'amitié. Et pendant ma vie, avec mes épisodes que j'ai eus, c'est vrai que j'ai beaucoup de ruptures d'amis. C'est quand même un chagrin que je porte avec moi. Et même jusqu'à ce jour, récemment, j'ai ouvert à un ami, je lui ai expliqué ma situation. Et après que j'aurais discuté avec eux de ma condition, ils m'ont dit, écoute, toi tu as des maladies, et immédiatement m'a mis dans une boîte. Et c'était juste après que je me suis ouvert pour expliquer ma situation. Alors c'est vrai que une chose qu'il faut être conscient, je trouve, en tant que patient, ami, personnes qui sont en relation avec des personnes bipolaires, c'est d'essayer de traiter chaque personne comme un individu et de réaliser que chaque personne, quand on juge chaque personne comme individu, aussi comme humain en premier, parce que juste parce qu'il y a une condition psychothérapique ou une condition mentale, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas une bonne personne ou une personne qu'on a besoin d'avoir peur. Et en conclusion, je voulais simplement dire que durant ces années, j'ai découvert que peut-être la chose la plus importante, et c'est encore une chose qui est survenue à propos en suivant mon traitement ici à Genève, à travers Hugues, c'est que j'ai découvert l'importance d'un groupe de support. Et c'est cet aspect que j'avais jamais avant. Et je dois dire que si vous êtes dans une situation avec des personnes qui ont le bipolaire, ou bien vous traitez des bipolaires, des personnes bipolaires, c'est vraiment une des choses les plus importantes, je dois dire, dans toute ma vie, dans toutes mes situations, le groupe de support, où vous pouvez discuter avec des autres personnes qui souffrent avec le bipolaire et se soutenir ensemble, ça fait vraiment une grande différence. Et c'est à travers ça que j'ai fait une composition. C'est une chanson c'était assez drôle parce que avant qu'on m'avait invité de discuter et de parler avec vous aujourd'hui, j'avais composé cette chanson, c'était en février. Pour moi, c'était plutôt écrit à travers de la situation politique aux États-Unis. Et parce que je suis américain, alors j'étais vraiment dans la confusion entre la gauche et la droite et tout ça. Donc j'ai pensé qu'il fallait vraiment valoriser le message d'être unis ensemble. Et donc la composition que j'ai écrite, ça s'appelle Unis nous sommes forts, et je l'ai mis sur ma chaîne, sur mon cœur Kavistad. Et les paroles sont assez simples, mais je crois assez profondes quand vous pensez au traitement des autres, que ce soit une personne qui a le bipolaire ou que ce soit une personne que vous connaissez. Donc je vais vous le lire. Quand on s'aime les uns et les autres, nous aimons nos ennemis tout comme nous aimons nos prochains. Car divisés nous chutons, mais unis on se tient fort. Et le refrain, c'est main dans la main, unis nous sommes forts, unis nous sommes forts. C'est ce point-là, cette action ensemble. Et j'ai remarqué l'autre jour qu'il y avait même un poster politique qui avait ce même slogan. Et puis aussi quand nous nous bénissons et nous ne maudissons pas les autres, et que l'on vit une vie d'amour pour nos prochains, car divisons nous chutons, mais unis on se tient fort. C'est ça aussi dans la maladie bipolaire. C'est vrai que quand on n'est pas unis ensemble, on n'est pas dans une situation de famille, on n'est pas dans un groupe de soutien, on n'est pas traité par un docteur, on est tout seul, c'est vraiment là où on peut chuter. Et quand on chute, c'est vraiment fort. Alors c'est mieux d'être unis ensemble pour qu'on puisse se tenir fort et de se soutenir. Et donc le refrain, c'est la même chose. Et donc ça conclut ma discussion. Merci.
was divided, we're falling down, down, down. But united, we're standing.